Le journal sur News 24, bienvenue à tous. Le sommaire. Énergie électrique, calme ménage dans le collimateur des pouvoirs publics et du concessionnaire du service public de l'électricité. Pour trafic d'énergie, des mesures strictes sont en train d'être prises afin de stopper l'hémorragie. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région du Centre, Joseph Otto Wilson. La commune de Pitoa, dans le département de la Benue, vient au cours d'une session ordinaire adopter son compte administratif pour l'exercice de l'année 2016. Ceci a été fait en présence du maire et de ses conseillers. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal sur News 24. Énergie électrique, le déficit de plus en plus criard au Cameroun. À Yaoundé, le gouverneur de la région du centre a annoncé le 30 mars dernier le lancement d'une opération visant à déconnecter du réseau électrique de la capitale du pays les ménages soupçonnés de s'être frauduleusement connectés. Il s'agit de quelques 4000 ménages qui sont dans le collimateur des pouvoirs publics et du concessionnaire du service public de l'électricité. Dans le cadre de cette opération, pour Joseph Otto Wilson, cette connexion frauduleuse du réseau électrique contribue à la surcharge des transformateurs, laquelle surcharge entraîne généralement l'explosion de ces équipements, provoquant ainsi d'importants déficits de production de l'énergie électrique. Aussi, le patron de la région du centre espère que cette opération coup de poing contre les fraudeurs du réseau électrique de la capitale déclenchera un retour à la normale dans l'approvisionnement de la capitale camerounaise en énergie électrique et mettra fin au délestage vécu dans de nombreux quartiers suite aux multiples incendies survenus sur les réseaux de transport et de distribution ces dernières semaines. Santé, rien ne devrait plus être comme avant dans les hôpitaux publics du Cameroun. De nombreuses mesures ont été récemment communiquées à Yaoundé aux délégués régionaux de la santé et aux responsables des formations sanitaires par le ministre André Mamafouda. Le compte rendu de Dona Anuzoa. Les événements malheureux enregistrés ces derniers temps dans certaines formations sanitaires ont amené André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, à frapper du poing sur la table. Le 31 mars dernier, après de longues heures d'échange à huis clos avec les délégués régionaux de la santé et les directeurs des hôpitaux du pays, il a rendu public une série de mesures. S'agissant de la prise en charge, le ministre indique que la présence du personnel soignant doit être permanente et obligatoire dans tous les services des hôpitaux. En cas d'urgence vitale, la prise en charge est immédiate et sans condition de paiement préalable. Les médicaments et consommables médicaux de prise en charge des détresses vitales doivent à cet effet être disponibles et accessibles 24 heures sur 24 dans les services d'urgence. Les rondes, visites et contre-visites quotidiennes des médecins sont obligatoires dans tous les services d'hospitalisation. Un superviseur désigné par le directeur de l'hôpital est responsable de l'équipe de garde. Et pour cela, André Mamafouda fait savoir que les zones de garde doivent être aménagées et les commodités prises pour permettre l'effectivité des gardes. Le déplacement d'un malade au sein de la formation sanitaire doit être encadré par le personnel. En cas d'évacuation, c'est l'hôpital de départ qui est responsable et tout doit se faire dans les conditions de sécurité médicale maximale en collaboration avec l'hôpital d'accueil. Au sujet de l'accueil et de l'orientation des malades, le ministre exige le port de badge d'identification pour tout personnel de santé. En ce qui concerne les espaces d'accueil, ils doivent être fonctionnels tout en veillant à la formation aux bonnes manières des personnels dédiés. Tous les hôpitaux doivent disposer d'un plan d'orientation des services avec des panneaux indicatifs bien visibles. Sur le plan sécuritaire, André Mamafouda indique que toute personne qui accède dans une formation sanitaire doit être identifiée. L'accès des zones sensibles doit être rigoureusement contrôlé. Le nombre d'accompagnateurs limité. L'entrée des véhicules au sein de l'hôpital limitée à ceux du personnel. Les autres doivent être identifiés à l'entrée et à la sortie. Les hôpitaux de première et de deuxième catégorie doivent mettre en place dans les 6 mois un système de vidéosurveillance des accès et des points névralgiques. En interne, chaque formation sanitaire doit adresser sous 30 jours un audit interne de son fonctionnement. Dans la suite du journal, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en visite de travail à Douala dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé a bouclé son séjour de 2 jours avec une tournée dans les entreprises du secteur chimique et agroalimentaire. Le Pomotazé est venu toucher du doigt les avancées du processus d'industrialisation du Cameroun suivant les orientations du chef de l'État. Les détails dans cet élément de la rédaction. C'est au lendemain de la concertation Minepat secteur privé pour le renforcement du partenariat public-privé tenue le 31 mars dernier à Douala
que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a entrepris ce 1er avril la visite de quelques entreprises basées dans la capitale économique. Pour ce faire, lui, Paul Moutazé et sa délégation vont d'abord visiter le secteur agroalimentaire et particulièrement cette usine qui excelle dans la transformation du blé. La forte délégation conduite par lui, Paul Moutazé, va ensuite s'intéresser aux oléagineux, secteur qui compte dans les 3 années à venir porter sa capacité de production d'huile raffinée à 1000 tonnes par jour contre 500 actuellement, et ce malgré les difficultés de l'heure. Lorsque vous êtes devant un ministre de l'économie, vous parlez économie et nous avons un gros problème au Cameroun, c'est le problème des produits qui rentrent frauduleusement, non seulement sans que la qualité de ces produits soit bonne, mais aussi c'est des produits que nous ignorons leur origine et la façon dont ces produits sont fabriqués. Le secteur bois ne sera pas en marge de cette visite d'entreprise, lui dont les principales activités portent sur la transformation du bois. Nous ne pouvons pas continuer de vivre sans les commandes publiques. Et les commandes publiques, pourquoi? Parce que très souvent, le jeu n'est pas fair, comme on dit en anglais. Le jeu n'est pas loyal. On exige du bois, mais on livre de l'aggloméré. On exige de la fabrication locale, mais on prend des importations, etc. On exige une qualité que nous pouvons fournir, et celle qui est reçue ne l'est pas forcément. Et c'est justement dans ce cadre constitué de mobilier divers que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire va dresser un bilan succinct de cette visite d'entreprise. Nous avons été heureux de voir que la compétence existe, la détermination existe. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de difficultés que ces entreprises rencontrent. C'est des difficultés de divers ordres, dont certaines sont connues. On a des difficultés de fraude, de contrebande. Nous l'avons vu, par exemple, à Pasta, où il y a des pâtes alimentaires de qualité douteuse. Nous l'avons vu à Maya, où il y a des huiles qui entrent dans le pays qui ne respectent pas les prescriptions du gouvernement pour ce qui est de l'apport en vitamine A. Il y a d'autres difficultés. Ici, à la meublerie, par exemple, l'entreprise a besoin d'être sécurisée en approvisionnement en matière première, c'est-à-dire du bois légal. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire n'était donc pas en villégiature sur les berges du Vouri. Lui, Paul Moutazé, est venu s'assurer de la bonne marche du processus d'industrialisation du Cameroun, suivant les orientations du chef de l'État, Paul Biya. Les reines de la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour le Nord sont désormais entre les mains de Félix Issa, en remplacement de Donier Bena, appelé à d'autres fonctions. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par Fidèle Téni, représentant du gouverneur de la région, jusqu'à Aman Bonnier, Valdez-Congan. La mission a une ampleur considérable pour le nouveau dirigeant du Munépat pour le Nord, maintenir le cap pour faire mieux que ses prédécesseurs, surtout dans le cadre du relèvement du taux d'exécution du budget d'investissement public. Comptable de formation, cet inspecteur principal des régies financières, Félix Issa, la cinquantaine bien sonnée, marié et père de 7 enfants, pétri d'expérience, était précédemment délégué régional à l'ouest du Cameroun. Conscient de la tâche qui lui incombe, il promet de travailler en synergie avec ses collaborateurs afin de relever les défis qui l'attendent. Conscient des responsabilités qui sont les miennes, puisque je ne suis pas à la première expérience. C'est vrai que chaque région a sa spécificité qu'il faut scrupuleusement observer, mais l'avertissement a été largement donné par le gouverneur du Nord ici représenté dans son discours d'installation. Et j'essaierai de suivre à la lettre les recommandations qui ont été faites et inspiré en cela par les attributions qui sont les nôtres définies dans notre organigramme et dans les directives qui sont données par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ils étaient nombreux à effectuer le déplacement de l'esplanade régionale du Munépat pour prendre part à cette cérémonie d'installation. Conscient que leur apport n'est pas négligeable pour l'accompagnement du nouveau délégué dans l'attente de ses objectifs. Fidèle Téni, qui représentait le gouverneur en installant le nouveau délégué régional, n'a pas manqué de réitérer les ambitions du gouvernement et les instructions du numéro 1 de la région, qui sont celles de produire de bons résultats
et de faire bénéficier de plus de projets au nord. Il a également insisté sur la franche collaboration afin de préserver la paix dans son unité de commandement. C'est dans un climat de paix que le personnel de la délégation du MINPAT pour le Nord a accueilli de nouveaux managers. Pour le délégué sortant Bernard Donnier, appelé à l'autre fonction par la voix du secrétaire général des services du gouverneur, il a été félicité du travail jusque-là abattu. Politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du flambeau ardent, parti du renouveau, se veut la totalité des voix des électeurs lors des prochaines échéances présidentielles. Telle était la quintessence du message à l'adresse des militants de ce parti lors des installations des responsables des organes de base nouvellement élus dans la section Benue Nord-Ouest 1. Les détails, c'est dans ce reportage de Giscard Amanboni. Ils sont sortis massivement accueillir le président de section Benue Nord-Ouest 1 et sa suite. Une forte mobilisation justifiée par l'installation des responsables des organes de base récemment élus. C'est au total 25 sous-sections qui ont été installées par le président Ousmane Moussa. Pour l'occasion, les responsables nouvellement installés ont été entretenus sur la nécessité de garantir la paix et la sécurité au sein de leur sous-section. En clair, il leur a demandé d'être vigilants et de dénoncer dans la mesure du possible les personnes douteuses ayant aussi des comportements suspects. Je pense que le message essentiel, c'est de demander à nos militants d'être vigilants. Vigilants parce que l'appartenance au RDPC requiert beaucoup de vigilance parce que nous avons tout autour de nous des partis qui ne cherchent qu'à grignoter nos militants. Donc il faut être vigilant, il faut surveiller nos militants, leur faire comprendre les bienfaits du RDPC et faire également la cour aux militants des autres partis pour qu'ils reviennent au RDPC. Les militants des 25 sous-sections ont saisi cette occasion pour dérouler un chapelet de doléances allant dans le sens de l'électrification rurale, la création des points d'eau et la construction des écoles. S'adressant aux militants et les populations, le président de l'association Benue Nord-Ouest 1 a mis en relief l'importance de l'école, gage d'une éducation favorable au développement. En guise de présent, chacune des 25 sous-sections a reçu des mains d'Ousmane Moussa, des pagnes du parti, des t-shirts et une enveloppe de 100 000 francs CFA. La commune de Pitoa dans le département de la Benue leur est au compte. Le conseil municipal, réuni en une session ordinaire, a adopté le compte administratif du maire et de gestion du receveur. La séance de travail qui a eu lieu dans la salle des actes de cette commune a permis à cette municipalité de se redéfinir des nouvelles politiques qui lui permettront d'accroître en plus sur les recettes aussi, de se donner des moyens pour faire face à ces multiples défis. Valdez Kongan jusqu'à Aman Bonnier. 90 jours après la fin de l'exercice 2015, il était de bon ton de faire les comptes et bilans de l'année qui s'achève. C'est dans ce cadre qu'intervient cette session ordinaire consacrée à l'adoption des comptes administratifs du maire et de gestion du receveur de la commune de Pitoa qui retrace l'exécution du budget 2015. 41 voix sur 41, le compte administratif de la commune de Pitoa dans le Nord, soumis à l'étude des conseillers, est passé comme une lettre à la poste. Les conseillers de cette commune, dans un climat serein, ont donc apprécié la gestion administrative du maire et celle du receveur. Pour une prévision initiale du budget associée aux autorisations spéciales et budgets additionnels, sont arrêtés en dépenses et recettes le budget de la commune de Pitoa à la somme de 776 390 713 francs CFA. Total recouvrement 558 238 457 francs CFA. Un écart de 218 152 256 francs CFA. Ainsi, le taux de recouvrement global est de 71,90% et celui de réalisation 61,26%. Ce taux encourageant pouvait être mieux que cela si, selon le maire, il avait la latitude de faire son travail comme il se devait. Le problème, c'est l'administration qui me bloque. Les gens ne veulent pas que la commune gagne de l'argent. Je ne me cache pas pour vous dire ça. Les gens refusent que la commune fasse entrer de l'argent. Les gens ne veulent pas qu'on fasse entrer de l'argent. Sinon, allez, vous avez sillonné dans les autres communes, non? Recettes propres. Vous avez suivi 82 millions. Une petite commune comme celle, malgré ce blocage, je me dis que
ça va. Au cours de ce conseil, la lecture de quelques réalisations a été faite. La construction des hangars au marché de Mille, la construction des boutiques au marché de Pitoa, des salles de classe et la construction de forages pour ne citer que ceux-là. La séance de travail de Pitoa a permis aux conseillers municipaux de débattre des voies et moyens d'accroître les recettes car il le faut pour améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est à ce prix, et rien qu'à ce prix, que les promesses faites aux populations pendant la campagne électorale du double scrutin du 30 septembre 2013 seront atteintes. Voici à présent la page étrangère avec l'AFP. Scandale mondial sur les paradis fiscaux. Une enquête réalisée par une centaine de journaux, grâce à la fuite de millions de documents, révèle que quelques 140 personnalités disposent d'avoirs dans les paradis fiscaux. Des proches du président russe ou chinois, le Premier ministre islandais, mais aussi des sportifs et des célébrités sont visés. L'affaire, qui regroupe des documents sur une période de 40 ans, est considérée comme la plus grande fuite de l'histoire du journalisme. Les premiers renvois de migrants de la Grèce vers la Turquie ont commencé lundi matin. 3 bateaux turcs ont ramené près de 200 migrants des îles de Lesbos et Chios. L'accord controversé entre l'UE et Ankara prévoit le retour en Turquie de tous les migrants entrés illégalement en Grèce depuis le 20 mars, soit environ 6000 personnes. L'aéroport de Bruxelles reprend tout doucement du service avec le décollage des premiers vols passagers depuis les attentats meurtriers du 22 mars. Une structure temporaire permet d'enregistrer 800 personnes par heure, soit à peine 20% des capacités habituelles de l'aéroport. Il devrait reprendre son activité totale d'ici la fin de l'année. Tempête Xynthia, la cour d'appel de Poitiers a jugé responsable l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer toute fonction publique 6 ans après la tempête qui avait fait 29 morts sur sa commune. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi, surtout restez des nôtres. Thank you.